Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation. Un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Sensibiliser aux métiers manuels dès le collège, parce qu'il n'est jamais trop tôt pour se rendre compte qu'on peut aussi travailler avec ses mains. L'association De l'or dans les mains s'engage à réintégrer la pratique artisanale dès la classe de 6e. Elle compte d'ailleurs sur la mobilisation des artisans eux-mêmes pour venir animer ces ateliers pratiques. Cette année, c'est plus de 1300 jeunes qu'elle va initier à ces professions. Gabrielle Légeret, présidente fondatrice de l'association De l'or dans les mains, est notre invitée. On la connaît dans Smart Éducation. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Merci de revenir nous voir, Gabrielle Légeret. Ma première question est simple pour ceux qui n'auraient pas vu votre passage la dernière fois. Expliquez-nous comment est née cette association et quel était le constat de départ. Donc l'association, elle part d'un constat qui est double. D'une part, on a des entreprises artisanales, des manufactures, des ateliers et même des usines qui font face à des véritables problèmes de recrutement, de formation, de transmission, parce qu'on a tellement dévalorisé ces métiers auprès des jeunes les 20 dernières années qu'aujourd'hui, c'est tout un pan de l'économie qui en paye les conséquences. Et de l'autre côté, on a un système éducatif qui laisse très peu de place au manuel dans ces parcours scolaires. On a un système qui est vraiment focalisé sur l'intellect, comme si finalement faire des choses avec ses mains, ça ne devait pas faire partie du programme scolaire. Et du coup, il n'y a aucune occasion pour le jeune de se confronter à la matière et de pouvoir avoir envie en fait, d'aller vers ces filières. Et même avant de parler d'orientation, vraiment en matière d'équilibre, de dire qu'il n'y a aucune place dans le programme scolaire, mis à part le sport qui aujourd'hui est assez minimisé, la technologie, aujourd'hui on fait surtout de la programmation et on fait de moins en moins de choses avec ses mains. Il n'y a aucun lieu, en tout cas pour le jeune, pour se confronter au plaisir de faire des choses avec ses mains et avoir un rapport avec son corps, son cœur, sa tête et la matière. Donc sans forcément créer des vocations, c'est ce que vous dites, mais au moins développer certaines compétences et créer un équilibre. Exactement. C'est ça chez le jeune ? Vraiment. Notre objectif, c'est vraiment de réintégrer la pratique artisanale dans les collèges. Je parle de réintégrer parce que ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être plus de 50 ans ont connu ce qu'on appelait le NT, l'enseignement manuel et technique, qui permettait de faire de la couture et en fait de développer des compétences cognitives, de prendre confiance en soi. Parce qu'en fait, quand vous faites apparaître un objet sur Terre avec des tissus, des ressources locales et que vous réalisez que vous êtes capable de le faire, ça peut aussi permettre à beaucoup de jeunes de se réconcilier avec des matières qui, quand elles sont abordées d'une façon très académique, peuvent être un peu rebutantes. Vous parliez du narratif. Je vous ai posé la question sur ce constat de départ, la genèse de cette association. Vous êtes venu, je le disais, il y a plus d'un an sur notre plateau. Est-ce que donc, le narratif, souvent négatif, c'est ce que vous disiez sur ces métiers, est-ce qu'il est tout de même en train de changer ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose en un an depuis la dernière fois que je vous ai reçu ou pas ? Il se passe quelque chose en ce moment. On voit d'ailleurs que la ministre de la Culture a fait de la revalorisation des métiers d'art une des choses principales de son mandat. C'est pas un mandat, mais de son cabinet. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je pense aussi qu'en fait, l'arrivée de ChatGPT et de l'intelligence artificielle nous fait prendre conscience qu'en fait, il y a beaucoup de métiers qui vont être remplacés. Les métiers de développeur, par exemple, même de monteur dans la prod, mais que ça donne une autre valeur, en fait, à ce que c'est de faire des choses avec ses mains. Donc, il y a une désirabilité qui est en train de renaître, mais du côté de la jeunesse, pas encore assez, à mon sens. Donc, votre propos, c'est celui de la sensibilisation des plus jeunes aux métiers manuels. Pourquoi dès la 6e ? Parce qu'en fait, si justement on veut travailler sur le narratif et le regard des jeunes, ça commence assez tôt. Nous, on nous pousse d'ailleurs de plus en plus à aller dès le CM2, parce que c'est en fait le cycle 3. Et c'est intéressant de faire une boucle, parce que aussi, en fait, quand on arrive en primaire, c'est un peu le moment où il y a un petit peu une rupture avec la créativité qu'on enseigne beaucoup en maternelle. Donc, c'est un programme de long cours chez De l'or dans les mains. C'est vraiment de la 6e à la 4e. Mais pour connecter les jeunes à leur sens, ça doit arriver quand même suffisamment tôt. Donc, quelles sont les différentes étapes ? Alors, expliquez-nous concrètement, Gabrielle Légeret, les différentes étapes de cette initiation, donc qui dure dans le temps. C'est ce que vous nous dites. Ça doit avoir son importance. Vous allez nous expliquer pourquoi. Expliquez-nous les différentes étapes. Donc, c'est un programme sur 3 ans. Et pendant ces 3 années, de façon assez régulière, 2 à 3 fois par an, on va intervenir dans les collèges avec une armée d'artisans
qui vont vraiment se répartir en salle de classe. Et chaque jeune, aux côtés de 10 autres camarades, va pouvoir passer 1 heure avec un artisan et fabriquer un objet ou en tout cas expérimenter un geste. Donc ça peut être raboter un tabouret avec un menuisier, faire de la reliure avec une relieuse sur un petit carnet. Ça peut être remonter et démonter un mécanisme d'horloge. Ça peut être travailler sur la pâte à céramique. Et tout ça va être fait toujours en lien avec les programmes scolaires. C'est-à-dire que nous, en amont, on forme les artisans. Ils ont accès à des outils pédagogiques, à une formation où on leur propose en fait une série de plein de notions que les jeunes sont en train d'aborder dans leur programme scolaire. Alors donnez-nous un exemple de lien qu'on peut faire entre le programme scolaire et... Par exemple les angles obtus, les angles droits. Comment est-ce que j'intègre ça quand je vais travailler avec une maroquinière et que je vais essayer de découper mes angles avec mon rapporteur. En fait, voilà, c'est vraiment de mettre en pratique ça. Ça peut être la SVT pour comprendre comment réagit la pâte à céramique quand on la mélange, pourquoi est-ce qu'il faut la cuire plusieurs fois, c'est quoi l'émail, vraiment des choses assez basiques. Donc ça, c'est le programme principal qui s'échelonne sur 3 ans. Ouais. Et pour compléter tout ça, on a un certain nombre d'outils pédagogiques. On a commencé par le podcast pour raconter ces métiers aux jeunes, pour que donc, en classe, avec leurs enseignants, les jeunes écoutent un podcast, ou 2 ou 3, pour en fait découvrir des témoignages d'artisans de leur territoire, qui vont leur donner un autre regard sur qu'est-ce que c'est que réussir sa vie, qu'est-ce que c'est que l'intelligence. Finalement, l'intelligence, elle est aussi manuelle. Qu'est-ce que ça veut dire, finalement, être heureux aussi dans son parcours de vie. Donc, il y a les podcasts. On travaille beaucoup sur d'autres outils comme un cahier pédagogique pour raconter ces métiers avec les codes des jeunes. Donc, on fait appel à l'illustratrice qui a fait Mortel Adèle, parce que c'est une DVD qui a été plébiscitée par les jeunes. Il y a des jeux, il y a des exercices qu'on suit avec des enseignants pour créer des liens entre les programmes scolaires, encore une fois, et la pratique artisanale. Pourquoi ça, c'est important de continuer, toujours essayer de faire le lien avec l'école, avec le programme scolaire pour vous, c'est une manière, voilà, justement, de ne pas faire peur peut-être à l'éducation nationale, aux enseignants, en leur disant, vous allez voir, il y a un lien. D'abord, c'est vrai qu'en fait, c'est une demande qui est venue des enseignants, en nous disant, mais en fait, nous, on voit vraiment l'intérêt de vos ateliers en lumière avec ce qu'on voit en classe, et ça peut vraiment faire une continuité. Et c'est vrai que quand on a regardé un peu plus et quand on demande aux artisans, on voit bien qu'ils ont besoin de toutes les matières scolaires. Et puis aussi, c'est pour réparer en fait cette rupture qu'il y a eu entre le manuel et l'intellectuel. Comment est-ce que vous voulez montrer à un enfant que finalement cette dissonance, elle n'existe pas, parce que tout est lié. Parce qu'en fait, quand on construit avec ses mains une selle d'équitation, on le fait aussi et surtout avec sa tête. Comment il répond, l'enfant, justement? Ça me vient cette question-là. Voilà. Comment il répond à cette utilisation de ses mains, l'enfant? Quelle rencontre vous avez fait face, peut-être? Voilà, une rencontre entre un enfant et un objet ou une matière. Les jeunes rentrent très vite dans le geste. Et si vous les faites rentrer tout de suite dans le geste, ils ont l'impression d'être dans un jeu et ils aiment vraiment beaucoup. Après, on n'a pas eu de surprise. C'est les enseignants souvent qui sont surpris parce qu'en fait, ils réalisent que les jeunes qui se sentent très à l'aise dans cet atelier et qui sont capables de faire des choses extraordinaires avec leurs mains ne sont pas forcément ceux qui sont mis en lumière dans le cadre d'une classe très classique, très académique, où on rend des devoirs notés. Et en fait, ça fait aussi beaucoup de bien. C'est vraiment un projet éducatif qui est déployé à l'échelle des établissements scolaires parce que, en fait, ça change un peu aussi le regard des enseignants sur leurs élèves, et aussi les enseignants, ils font avec leurs mains. Et en fait, parfois, ils sont moins doués que les élèves. Je disais tout à l'heure en préambule de cette émission, 1300 jeunes, c'est ça que vous désirez accompagner qu'on accompagne déjà. Vous accompagnez déjà. Donc, cette année, ce sont 1300 jeunes qui sont initiés et donc qui sont entrés dans un programme de 3 ans. Ces jeunes, ils sont en Île-de-France, en Centre-Val de Loire, en Bourgogne et en Normandie. Et on va, l'année prochaine, en accompagner plus, puisque les jeunes qui sont en 6e cette année seront en 5e et qu'on embarquera dans l'aventure les nouveaux arrivants en 6e. Et bien justement, une question que je ne vous ai pas posée, comment vous les embarquez dans l'aventure, ces artisans, là, pour le coup vous parliez de pénurie de main-d'œuvre tout à l'heure. Voilà, pour eux, quel est l'intérêt pour eux? Est-ce que c'est une envie de transmettre? Est-ce que c'est de se dire, on ne veut pas voir ces métiers mourir? Voilà, comment est-ce que c'est vous qui allez les chercher? Est-ce que c'est eux qui viennent à vous? Expliquez-nous comment ça marche un petit peu. Il y a un vrai travail de mobilisation de ces artisans. Je pense que ce qui est important de le dire, c'est que ces artisans, on les rémunère. Et je pense que quand on parle de revalorisation des métiers manuels, il faut le dire. On nous demande souvent s'ils sont bénévoles, mais en fait, quand vous faites venir des intervenants dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle,
oui, vous rémunérez vos intervenants. Et notre objectif, on a mis ça en place pour que les artisans, quand ils viennent intervenir dans un atelier de l'heure dans les mains, n'ont pas le sentiment d'avoir perdu leur demi-journée. Parce qu'en fait, quand vous êtes tout seul et que vous êtes tailleur de pierre, si vous n'avez pas votre matinée pour avancer sur la sculpture qu'on vous a commandée pour la fin de la semaine, vous perdez du temps. Ce qui est moins le temps des salariés qui, là, sont mis à disposition à titre gratuit par les entreprises artisanales avec lesquelles on travaille. Mais donc, la mobilisation, elle se fait beaucoup par les réseaux sociaux. Elle se fait aussi en s'appuyant sur des fédérations, sur des communautés déjà existantes comme les Compagnons du Tour de France et de bouche à oreille. Et puis, évidemment, le podcast. Tous les artisans du podcast sont aussi des intervenants. Vous nous avez donné quelques exemples. Est-ce qu'il y a des métiers davantage représentés, peut-être, ou d'autres qui répondent peut-être plus présents ? Je dirais que les métiers du bois, pas mal, mais parce qu'en fait, ce sont souvent des grosses entreprises donc, qui ont les moyens de nous mettre à disponibilité des artisans. En fait, nous, la difficulté qu'on a, c'est que on veut vraiment que les jeunes pratiquent et tous les métiers ne sont pas évidents à pratiquer. On aimerait bien aller beaucoup plus vers des métiers très très en tension comme la chaudronnerie, la soudure, être fraiseur. Mais ça, et il y a beaucoup de règles, de normes, etc. dans les collèges, c'est beaucoup plus difficile d'aller vers ça, alors qu'avec le bois, vous pouvez faire des choses assez ludiques très facilement. On parlait de narratif tout à l'heure. Est-ce que ces jeunes, on a besoin de les convaincre avec des mots ou finalement le geste suffit ? Est-ce qu'on a besoin de leur raconter finalement ces métiers ou juste de travailler avec le manuel suffit finalement à les convaincre ? Je pense que les deux, parce qu'en fait, au-delà du plaisir qu'on a de faire des choses avec ses mains, les jeunes, ils cherchent à plaire, ils sont influencés. Donc en fait, c'est tout le narratif autour des rôles modèles qu'il faut changer. Aujourd'hui, quelqu'un qui réussit, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui réussit, selon le regard des jeunes, c'est un youtubeur ou si c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent? Parce qu'en fait, c'est ce discours qu'on a mis en lumière dans les médias. Aujourd'hui, si vous montrez aussi d'autres parcours de réussite et que vous montrez qu'un artisan, il peut être reconnu maître d'art par l'INMA, le ministère de la Culture, il peut concourir au WorldSkill, il peut être meilleur apprenti de France, meilleur ouvrier de France. Si vous mettez en lumière ça, je pense qu'on va peut-être plus attirer les jeunes, mais ça suppose quand même de raconter. Mettre en lumière des parcours d'excellence. Est-ce que vous espérez, on terminera là-dessus, Gabrielle Desgerais, quand même finalement les voir s'orienter vers ces filières en fin de troisième ? Voilà, comment vous suivez ça ? Évidemment. Alors, on n'a pas vocation à ce que 100% de nos jeunes puissent aller vers ces métiers-là. En revanche, 100% de ces jeunes seront des consommateurs, seront peut-être des parents, peut-être des enseignants. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on les sensibilise. Après, on aimerait bien qu'il y ait au moins 10% qui aillent vers ces métiers-là. Et donc, oui, il y a une mesure d'impact qui est mise en place. Aujourd'hui, c'est un peu tôt, puisque nos plus jeunes sont en 5e. Mais en tout cas, on les suivra après en 3e, seconde, pour voir quelle est la proportion et si on a vraiment de l'impact. On les suivra avec vous. Merci beaucoup, Gabrielle Desgerais, d'être venue nous voir aujourd'hui dans Smart Éducation. Je rappelle, vous êtes la présidente fondatrice de cette association de l'or dans les mains, sensibilisée au métier manuel. Et dès le collège, merci beaucoup d'être venue nous voir. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve très vite dans un prochain numéro de Smart Éducation. À très vite sur Bismart. Ciao.